En 1066, Guillaume le Conquérant s'empare de l'Angleterre. On pourrait croire que le plus dur est fait. Mais en réalité, gagner une guerre et diriger un pays, ce sont deux choses très différentes. Comment est-ce qu'on contrôle un territoire qu'on vient à peine de conquérir, un territoire hostile dont on ne connaît rien? Eh bien, la réponse de Guillaume a été un projet administratif absolument fou, sans précédent. Un inventaire gigantesque qui a redéfini le pouvoir pour des siècles. On va voir ensemble comment ce document, le Domesday Book, a littéralement mis tout un royaume sur papier. Voilà donc le défi monumental qui se présente à Guillaume. La conquête, c'est fait. Mais pour que son autorité soit réelle et durable, il a besoin de bien plus que des épées. Il lui faut de l'ordre, bien sûr, de la loyauté, c'est essentiel, mais par-dessus tout, il lui faut de l'information, des données. Il doit créer, à partir de zéro, une véritable machine administrative. Et voici la première pièce de la machine. 60 215. C'est le chiffre fondamental. Le royaume a été découpé très précisément en 60 215 unités. Mais des unités de quoi au juste? De terre? De pouvoir? De services militaires? En fait, c'était un peu un mélange des trois à la fois. Et voilà le concept de base, le contrat féodal. C'est très simple, mais incroyablement efficace. La terre n'est pas vraiment possédée par les seigneurs, elle est tenue en échange d'un service. Chaque parcelle, chaque fief, équivaut à un soldat, tout équipé pour l'armée du roi. C'est un deal, je te donne des terres, tu me donnes un chevalier. Appliquer ça à l'échelle d'un pays entier, c'était tout simplement révolutionnaire. Alors, ce territoire immense, comment a-t-il été réparti? C'est là qu'on voit tout le génie politique de Guillaume. L'idée, c'était bien sûr de récompenser ses compagnons d'armes, mais surtout de s'assurer que personne, jamais, ne deviendrait assez puissant pour le menacer. Ce graphique nous montre tout. La répartition est très parlante. Grosso modo, c'est presque moitié-moitié. Un peu plus de la moitié des terres pour ces seigneurs normands et l'autre grosse moitié pour l'Église. Et hop, en une seule décision, Guillaume s'assure la loyauté des deux plus grandes puissances de l'époque, l'aristocratie guerrière et le clergé. C'est un coup de maître. Bon, mais alors, qui sont-ils à ces nouveaux maîtres de l'Angleterre? Si on zoome sur le sommet de la pyramide sociale, on trouve une élite vraiment très, très fermée. Des gens qui ne devaient de compte qu'à une seule personne, le roi. Environ 1400, c'est tout. Quand on y pense, c'est un nombre incroyablement petit pour tenir les rênes d'un pays entier. Ces quelques personnes formaient le sommet absolu du pouvoir, le cercle le plus proche de Guillaume. Le mot-clé ici, c'est « directement ». Il n'y a aucun intermédiaire entre eux et le roi. Leur loyauté, leur allégeance va directement à la couronne. Ce sont eux la colonne vertébrale du nouveau régime. Chaque membre de ce club très fermé a prêté un serment personnel à Guillaume. Évidemment, ces 1400 grands seigneurs ne sont pas seuls. Pour chaque fief qu'ils contrôlent, ils doivent fournir des soldats. C'est là qu'intervient l'étage juste en dessous, près de 8000 arrière-vassaux. Ce sont les chevaliers, la force de frappe professionnelle qui forment le cœur de l'armée normande. Mais qui sont ces nouveaux nobles? On s'attendrait à trouver des membres de vieilles familles illustres. Mais la réalité est bien plus surprenante, et elle nous en dit long sur la façon dont Guillaume a construit sa nouvelle aristocratie. Oui, c'est bien ça. Un sous-trésorier, un cuisinier, un charpentier, un fauconnier. Des gens qui, à la base, étaient des serviteurs de la cour. Le message était on ne peut plus clair. La loyauté personnelle envers Guillaume comptait bien plus que le sang ou la naissance. C'était une petite révolution sociale qui a créé une noblesse qui lui devait absolument tout. Et ça, c'est peut-être la stratégie la plus brillante de toutes. Guillaume connaissait bien le système français, où de grands ducs pouvaient devenir si puissants dans leur région qu'ils défiaient le roi. Il était hors de question que ça se reproduise en Angleterre. Sa solution? Éparpiller les terres de ses barons aux quatre coins du royaume. Et ce ne sont pas des suppositions. Les chiffres du Domesday Book le prouvent. Regardez, très peu de seigneurs ont toutes leurs terres dans un seul et même comté. La grande majorité, et surtout les plus puissants, ont leur domaine complètement fragmenté. Un seigneur avec des terres dans le sud, dans le nord et dans l'ouest ne peut pas lever une armée régionale pour se rebeller. C'est simple et c'est génial. Ok, on a bien vu le sommet de la pyramide. Mais maintenant, il est temps de descendre tout en bas. Après avoir parlé de ces quelques milliers de nobles, qui est-ce qui faisait tourner la boutique? Qui soutenait tout cet édifice? Eh bien, la grande, grande majorité de la population. Les chiffres sont juste saisissants. On a à peu près 9300 nobles, chevaliers compris. Et en face, on a 215 000 hommes non libres recensés. Le ratio est de plus de 20 pour 1. C'est cette immense main-d'œuvre servile qui était le véritable moteur économique du royaume, celui qui finançait les armées, les châteaux et tout le train de vie des seigneurs. Mais attention, même au sein de cette masse de travailleurs,
Tout n'était pas noir ou blanc. Il y avait une distinction fondamentale, une ligne qui séparait une vie presque libre d'une vie de servitude. La différence ne pourrait pas être plus concrète. D'un côté, le sockager, un homme libre. Il a des obligations claires et limitées, payer un loyer, donner quelques jours de travail. C'est un contrat. De l'autre, le vilain. Son obligation principale, transporter le fumier du Seigneur et l'épandre sur ses terres. Et il est corvéable à merci pour les tâches les plus ingrates. C'est cette distinction qui définissait le quotidien de la majorité des Anglais. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce que tous ces éléments s'assemblent pour créer la formidable machine de pouvoir des Normands? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que rien de tout ça n'est le fruit du hasard. C'est une structure de contrôle conçue avec une précision d'horloger, une véritable mécanique de pouvoir. La terre finance l'armée. La hiérarchie sociale très rigide maintient l'ordre. Le pouvoir est ultra centralisé, tout remonte au roi. Et la dispersion des terres l'empêche d'être menacée. Chaque pièce renforce les autres. Et si on connaît tout ça avec une précision presque chirurgicale, 1000 ans plus tard, c'est grâce à une seule chose: le Domesday Book. Ce n'est pas qu'un simple livre de comptes. C'est l'acte de naissance de l'État moderne anglais, une photographie complète d'un royaume à un instant T. Finalement, cet exploit administratif du XIe siècle nous pose une question qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Une pyramide de pouvoir construite sur un livre. Ça montre que la force militaire ne suffit pas. L'information, la structure, le contrôle des ressources, voilà les vrais fondements du pouvoir. Une leçon écrite il y a près de 1000 ans, mais qui, avouons-le, n'a pas pris une ride.